Le titre de ma communication, c'est le suivant. Le débat sur les accommodements raisonnables, l'appropriation du corps des femmes et le racisme vertueux. Ce que je vais faire, donc, dans ma communication, c'est défendre l'idée que la Commission sur les accommodements raisonnables et ses travaux ont permis de mieux cerner la présence de deux analyses féministes en tension l'une avec l'autre sur les questions identitaires, soit d'un côté un féminisme qui reçoit les questions de différence en relation avec le récit d'un Québec historiquement dominé, un féminisme qui se tourne beaucoup vers les notions de laïcité républicaine française, contre des positions féministes s'inspirant du postcolonial et qui appréhendent les questions ayant trait aux groupes minoritaires à partir d'une lecture critique du récit nationalitaire québécois, le situant à l'intérieur des nations occidentales conquérantes. La question du voile a été l'un des objets au centre de cette confrontation et à travers cette question, c'est encore une fois autour du corps des femmes que s'incarnent les luttes de pouvoir entre groupes majoritaires et minorités racisées. Je vais lire, c'est un peu plate ce bout-là, mais quand même nécessaire, des extraits de la commission, du rapport de la commission Bouchard-Taylor, parce que c'est quand même la trame de fond de mon analyse. Et entre autres, donc, j'ai pris le verbatim de certaines sections, entre autres religion, oppression et liberté, où on décrit la situation en ces termes. Donc, je cite le rapport Bouchard-Taylor. On dit « Un raisonnement en faveur d'un régime de laïcité plus restrictif part du fait que la religion peut être source d'oppression. Une religion peut exiger de quelqu'un qu'il abandonne l'essentiel de sa liberté de choix. Elle peut aussi dicter des règles ou prescrire des pratiques inégalitaires, comme c'est le cas lorsqu'une valeur moindre est accordée au témoignage d'une femme par rapport à celui d'un homme, ou lorsque la règle d'une Église interdit à des femmes l'accès à certaines fonctions. Partant de ce constat, certains considèrent qu'il est légitime d'interdire ou de limiter non seulement les pratiques religieuses qui briment clairement les droits et libertés de la personne, mais aussi celles qui donnent l'apparence, selon certaines interprétations, d'entrer en contradiction avec les principes fondamentaux de notre société. Je suis toujours dans le rapport Bouchard-Taylor, je continue. Le code du port du voile islamique nous vient immédiatement à l'esprit, écrivent nos commissaires. En effet, un grand nombre de citoyennes et de citoyens nous ont dit que le port du foulard témoigne, selon eux, du statut d'infériorité qui serait accordé aux femmes dans l'islam et de la soumission de ces dernières aux hommes de leur entourage. Il ne saurait donc être question de permettre le port du voile dans les établissements publics, dont l'une des missions est de promouvoir les valeurs communes. Cette position présuppose toutefois, disent nos commissaires, que l'on ait accès au sens profond et incontestable du port du foulard. De ce point de vue, ce dernier, le foulard, symbolise l'inégalité entre l'homme et la femme, et la musulmane qui décide de le porter ne peut le faire que parce qu'elle est soumise, consciemment ou inconsciemment, à son mari, à son père, à son frère, à sa communauté. Bouchard-Taylor disent « Est-il raisonnable d'évoquer ces conjectures, somme toute assez incertaines, sur la signification profonde et unique de pratiques comme le port du foulard pour restreindre la liberté réclamée par une citoyenne? Que faire si la femme en question s'oppose à cette interprétation et qu'elle accorde une toute autre signification à sa décision? » Un très grand nombre de femmes musulmanes québécoises ont dit au commissaire que leur décision de porter le foulard était à la fois volontaire et réfléchie et qu'il relevait de leur jugement personnel sur la façon dont elles veulent vivre leur vie et leur foi. Toujours Bouchard-Taylor. La question cruciale, donc, est de savoir qui a le droit de décider de la signification des actes expressifs d'une personne. Est-ce l'État ou la personne elle-même? Dans certains cas, comme celui de la propagande haineuse, l'État se réserve le droit d'en décider car les effets sur les victimes sont trop dévastateurs pour s'en remettre au rationalisme des émetteurs de cette propagande. Cependant, dans ce domaine très complexe de la symbolique religieuse, qui peut éventuellement subir des mutations de sens, il est beaucoup moins évident que l'État doive juger à la place de ses citoyens. L'État doit impérativement s'assurer que la pratique religieuse ne compromettra ni les droits d'autrui, ni la poursuite d'objectifs législatifs légitimes qui servent le bien commun, mais il revient à la personne même de définir sa propre position par rapport à la religion. Soyons clairs, disent Bouchard-Taylor, aucune femme musulmane ne doit être forcée de porter le foulard contre son gré. L'autonomie des femmes qui se retrouvent dans une telle situation doit être protégée, disent-ils. Mais l'autonomie de celles qui décident de le porter
doit aussi être protégé. Nous croyons, disent Bouchard-Taylor, que le port du foulard doit être permis dans les établissements publics, et ce, tant pour les usagères que pour les agents de l'État. De plus, un traitement équitable de la religion et de sa place dans l'espace public ne peut se limiter à ses effets néfastes, même si ces effets ont été dévastateurs et que, dans certains cas, ils le demeurent aujourd'hui. Fin donc de la longue citation du rapport Bouchard-Taylor. Alors, quel est le problème? À ce stade-ci de ma communication, je voudrais parler donc d'un document que j'ai co-signé avec des collègues de l'Institut Simone de Beauvoir, un mémoire qu'on a présenté à la commission Bouchard-Taylor et qui formule donc les critiques sur le processus même et la nature de la commission et dans lequel donc nous sommes opposés au procédé par lequel la consultation de la commission a pris place. Écouter des gens exposer ouvertement le racisme ne constitue pas un cadre propice à la réflexion critique ni au dialogue, mais incite plutôt à un climat de peur et de panique morale. De plus, par le fait même de demander si la différence et les minorités devaient être accommodées ou non, la Commission tenait pour acquis perpétuer une perspective selon laquelle certaines cultures sont homogènes, inférieures et rétrogrades. La conception de la Commission et le vocabulaire des accommodements tiennent pour acquis perpétuer un système de pouvoir selon lequel des hôtes occidentaux doivent protéger leurs frontières de visiteurs non occidentaux. Un procédé consultatif plus ouvert aurait dû établir en priorité que le Québec est un État de colons blancs et que son histoire en est une de violence coloniale et patriarcale envers les peuples autochtones. Les débats publics engendrés par la Commission présentaient certaines communautés ethnoculturelles comme de perpétuelles étrangères et comme une menace à l'identité québécoise, au lieu d'admettre qu'elles en sont partie intégrante. L'inquiétude que les autres d'origine ethnoculturelle puissent être socialement régressifs a permis d'occulter le racisme prévalent au quotidien dans la société québécoise. Dans notre document, donc, à l'Institut Simone de Beauvoir, nous avons également souligné que les médias francophones ont couvert les débats de manière à légitimer un protectionnisme de l'identité québécoise et de la langue française qui autorisait la peur de l'autre et le racisme au nom de la sauvegarde d'une culture distincte. Il nous a semblé évident dans ce contexte que l'attention prêtée aux femmes voilées a servi à détourner l'attention du sexisme et du racisme qui ont historiquement dominé la société québécoise. Le recours à la laïcité, supposément garante de l'égalité des sexes, a servi dans les faits à promouvoir une norme chrétienne et à faire des musulmans les boucs émissaires du sexisme, masquant ainsi les formes laïques de sexisme. Et c'est au nom de cet idéal de laïcité que les travaux de la Commission ont ouvert la voie à la loi 94 qui vient réguler l'expression religieuse publique des femmes, une forme de discrimination sexuelle portant atteinte à la liberté des femmes et restreignant leur participation civique. Ainsi, alors que la femme qui est au centre du féminisme québécois demeure la québécoise blanche et de souche, la différence culturelle, ethnique ou religieuse étant souvent appréhendée comme une forme d'infériorité ou de déficience, notre position visait à faire circuler une vision féministe autre. La survalorisation des notions d'égalité et de justice dans l'activisme féministe québécois occulte plusieurs problèmes, dont la définition d'égalité, surtout lorsqu'elle est pensée comme une mesure entre les hommes et les femmes. Car quels hommes et quelles femmes sont mis au centre de la comparaison? Quant à l'investissement stratégique que place nombre de groupes féministes dans la justice, on peut lui opposer la nécessaire critique du système de justice en place, de son accès, des principes dits universels sur lesquels il se fonde, ainsi que la non-reconnaissance d'un biais discriminatoire dans l'exercice de la justice. La justice libérale est un idéal hautement problématique dans un monde où le colonisateur continue de se donner une mission civilisatrice, et le genre n'est certainement pas une excuse pour refuser de réfléchir à la complexité des rapports de domination. On peut faire les observations suivantes au sujet de la commission Bouchard-Taylor. Premièrement, le débat a largement porté sur les pratiques religieuses qui sont perçues comme portant atteinte aux valeurs dites universelles de l'Occident chrétien laïque. Durant les consultations publiques, plusieurs Québécois et Québécoises francophones ont défendu l'idée qu'en tant que minorité culturelle menacée, ils ne pouvaient pas se permettre d'être trop tolérants. L'histoire de l'hégémonie anglo-saxonne au Canada signifiait pour eux qu'une politique d'assimilation des minorités et des immigrants était une nécessité au Québec.
Le débat s'est polarisé entre ceux qui se montraient en faveur de la préservation des droits et de la culture francophone et ceux qui se montraient complices de la répression de ces droits. Les commentaires du rapport qui discutaient de cette tension ont réitéré l'importance d'examiner le nationalisme québécois à l'intérieur d'un contexte politique plus large, celui du malaise identitaire québécois, majorité au Québec, minorité au Canada et en Amérique du Nord. À ce sujet, Ghada Marouz, dans un article, fait remarquer l'absence de discussion dans le rapport sur les dimensions internationales de la crise, sur le climat de terreur qui prévaut maintenant à l'intérieur de l'Empire. Plutôt, le rapport laisse entendre que la crise est largement propre à la société québécoise et à ses transformations depuis la Révolution tranquille, soit aux forces de laïcisation et aux nouvelles valeurs d'égalité entre les sexes. On peut aussi questionner la signification et la portée du processus de consultation de la Commission, lesquels ont été d'une certaine façon un exercice d'affirmation du pouvoir des Québécois d'origine franco-européenne sur les autres minorités vivant au Québec. Marouz avance à cet effet que la Commission a contribué à perpétuer les hiérarchies racialisées et les exclusions qu'elle voulait abolir. L'un des aspects significatifs de la Commission qu'il faut souligner dans ce contexte, c'est la décision d'exclure la considération de la question autochtone. Ce choix a eu comme conséquence de déhistoriciser les discussions sur les groupes racisés, tout en omettant de montrer comment le nationalisme québécois a toujours été en conflit avec le nationalisme des Premières Nations. Un examen critique du processus de participation citoyenne illustre également comment les rôles des Québécois francophones et des groupes minoritaires et immigrants ont été assignés à des positions spécifiques. Les forums citoyens suivaient le modèle suivant. Des Québécois francophones qui déploraient la disparition d'un Québec passé, où l'identité québécoise était plus pure car sans contact avec la menace de la différence culturelle. De leur côté, les membres des groupes minoritaires et immigrants étaient mis dans la position d'adoucir ces peurs, de dénouer les angoisses du groupe majoritaire. Ainsi, les groupes minoritaires étaient toujours sur la défensive, alors que les Québécois francophones étaient mis dans une position leur permettant de juger, d'approuver ou de rejeter les différentes idées qui étaient proposées. Les forums citoyens ont permis de renforcer les hiérarchies entre les groupes en présence, tout en déterminant les critères d'appartenance aux groupes majoritaires-minoritaires. Enfin, le titre du rapport « Fonder l'avenir, le temps de la conciliation » suggère que les problèmes soulevés pourraient être résolus à travers l'éducation et le dialogue, sans aborder les rapports de pouvoir qui structurent les inégalités raciales. Ainsi, c'est largement sur la base des commentaires exprimés lors des forums citoyens contre le port du voile par les femmes musulmanes que le gouvernement du Québec a produit la loi 94, établissant les balises encadrant les demandes d'accommodement dans les administrations gouvernementales, une loi qui va, au nom d'égalité entre les hommes et les femmes, contribuer à renforcer la surveillance à l'endroit de certaines communautés minoritaires et de leurs pratiques. La réponse à l'offre de dialogue faite par la commission Bouchard-Taylor aux communautés minoritaires se conclut par une loi qui va renforcer les rapports de pouvoir préexistants tout en venant jouer sur les sentiments anti-musulmans. La référence à la laïcité ne sert en quelque sorte qu'à renforcer la panique morale qui existe envers les populations minoritaires, tout en donnant du terrain au spectre du clash des civilisations. La femme voilée, image sous-jacente à la loi 94, est ainsi renforcée dans sa représentation de plus grande menace à l'identité québécoise, tout comme elle est aussi la figure à laquelle la tolérance de la société québécoise sera mesurée. C'est là un racisme bien vertueux, au sens entendu par Nassira Ghenif-Souilamas, qui parle de ce féminisme par lequel on encense aujourd'hui l'émancipation des femmes occidentales, tout en stigmatisant la culture musulmane, alors que la question du voile en France est devenue la forme légitime d'une détestation de l'islam et de la culture arabe. Ce colloque pose la question de la recomposition du conservatisme au Québec. Je conclurai que la commission Bouchard-Taylor a révélé que le néoconservatisme traverse maintenant des mouvements sociaux autrefois associés aux forces progressistes, qu'il s'agisse du mouvement féministe ou du mouvement de libération nationale. Merci.